Bonjour à tous et bienvenue chez Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool et de ce podcast. On parle d'immobilier, de climat et d'énergie. On invite des personnes qui m'inspirent par leurs idées ou parce qu'elles ont créé des entreprises que je trouve remarquables. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour faire connaître ces personnes au plus grand monde. Bonne écoute. Salut Clément, ça va? Salut, merci beaucoup Maxime pour l'invitation. De rien. Très heureux que tu sois là. On se parlait, on se voit sur LinkedIn, essentiellement. Tu fais toujours des posts qui sont hyper intéressants sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur un peu les anciens, ce qu'ils proposent. Et donc je me suis dit: «Tiens, ce serait quand même intéressant que Clément vienne nous parler de tout ça, de qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime un peu, au quotidien». Donc on va parler de tout ça, dans ce podcast, parler de changement climatique, d'adaptation, de bâtiments, parce que tu nous le diras, tu es de formation architecte urbaniste. J'ai un doute sur ta formation initiale. Donc je veux bien que tu nous parles de tout ça. Je veux bien que tu te présentes déjà pour démarrer tout simplement, qui es-tu Clément? Ouais, moi je suis, designer de formation et j'ai ensuite fait une thèse en urbanisme qui a permis de me spécialiser un peu sur les sujets de conception bioclimatique, de prise en compte du climat et aujourd'hui en fait, je partage mon temps entre, l'enseignement et des activités de bureau d'études sur des sujets climatiques, notamment îlots de chaleur, rafraîchissement urbain, plutôt à une échelle urbaine, on va dire. Enfin, j'essaie aussi de soit de publier des ouvrages, soit de publier des posts, voilà, pour parler des sujets climatiques le plus possible, parce que ça me paraît important de sensibiliser on va dire, le plus grand nombre d'acteurs, à ces questions, quoi. Quand tu dis que tu as une formation initiale de designer, c'est quoi, designer d'objets? Ouais, Tu dans quel monde? en fait, j'ai commencé par une école de design, j'étais étudiant à l'ENS Cachan, qui est vraiment une école de design généraliste plutôt, heu, assez technique, même si c'est pas tellement technique que ça. On est plutôt, formés sur l'aspect objet ou petit espace, donc conception vraiment appliquée à des en enfin des voilà, le petit environnement, comme on va dire et ensuite j'ai vraiment, fait ma thèse en urbain en essayant de monter en gros, c'est de voir prendre les choses à une échelle encore plus large et c'est ce qui fait que j'aborde plutôt les questions, de prise en compte du climat en me posant toujours, comment est-ce que je peux, vraiment dessiner les choses, quoi? J'ai une appétence pour le dessin, la conception, ce qui fait que l'activité de bureau d'études parfois me frustre un peu parce que tu es souvent dans l'assistance sur la conception, mais tu rentres rarement parfois dans le dessin, en fait, des choses, quoi. Mmh. Attends, et ENS Cachan, c'est monstrueux quand même. Tu dis ça, comme ça en passant, mais c'est Ah, c'est des c'est ouais, c'est du coup, c'est à la base, l'élite de la nation, non? ouais, c'est présenté comme l'élite de la nation, effectivement, si tu veux, mais en design, nous, on est une toute petite promo, hein. C'est pas les promos de maths ou de physique ou de chimie, que sais-je, mais c'est particulier parce que ça te forme, tout de suite, en plus, c'est un format très particulier à l'époque, l'ENS. Tu étais à l'ENS et dans une autre école, donc en fait, tu suis des 2 cursus un peu bizarres. Moi, j'étais dans OK. un autre cursus qui s'appelait, Alternatives urbaines, qui était basé à Vitry-sur-Seine et qui travaillait beaucoup sur l'architecture alternative. Pour te dire, toi qui es vers Nantes, on a été à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, pour aller, faire des relevés des cabanes avant qu'elles soient détruites, pour étudier, en fait, comment en autoconstruction, ils arrivaient à trouver des solutions, soit de fondation, soit de chauffage ou de rafraîchissement passif, quoi. Donc c'était très, très, alternatif, voilà, on va dire. OK. OK, incroyable, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené au sujet du changement climatique, et à ces choses-là? Tu te souviens un peu Heu le shift, ou tu l'avais déjà un peu en toi? C'était quoi le déclic? Heu, En fait, déjà, moi, je viens d'une région viticole plutôt à la base, près de Mâcon, au nord de Lyon, qui est une région qui est pas mal marquée par la viticulture et c'est vrai que quand tu es dans le monde viticole, tu entends beaucoup parler des questions de gel et cetera et tu as des trucs assez mystérieux. Tu te dis: «Putain, cette parcelle-là, elle a gelé parce que plus bas, en fond de vallée, alors que celle plus haut, qui recevait un peu plus de vent, de l'ouest, elle a moins gelé». Enfin, déjà, Mmh mh. tu es sensibilisé comme ça très pragmatiquement aux questions climatiques, de l'impact du climat et le shift, il s'est vraiment fait en 2015 quand j'étais en stage chez un architecte qui s'appelle Gilles Perrodin, qui depuis a gagné, quelques prix, qui est un architecte qui est spécialisé sur la construction en pierre massive, donc vraiment des gros blocs de pierre de 2 tonnes et lui, il a commencé à me parler déjà d'inertie thermique, de rapport entre architecture et matériaux et cetera et ce truc-là a tourné un peu dans ma tête et quand j'ai pu faire une thèse en 2021, bah, je me suis intéressé à l'histoire de comment est-ce qu'on avait pris en compte le climat en architecture au XXe siècle en me concentrant sur le cas de la France et des USA parce que je pouvais pas traiter le sujet de manière trop large
Mais, oui, c'est plutôt une sensibilité à ces sujets et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est comment est-ce qu'un objet est à la bonne place? C'est un peu ça, derrière et le climat, en fait, ça permet de comprendre, pourquoi est-ce que tel bâtiment a été conçu de telle manière. C'est, d'une certaine manière, ça explique pourquoi est-ce qu'il est à la bonne place. Je sais pas comment dire OK. et Ouais, c'est pour ça que même un gros objet que tel un bâtiment quoi, ça se ouais, dire, c'est ça. Tu as une et forme, je trouve, bon, c'est pour parler un peu de manière poétique, mais de forme de beauté, si tu veux, quand tu vois qu'un bâtiment vernaculaire ou traditionnel, a été conçu il y a 2, 3, 4 siècles, j'en sais rien, en ayant déjà une conscience de l'orientation et tu dis: «Ah tiens, en fait, ils ont fait de la bonne manière, d'une certaine manière, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque» et c'est assez, assez, comment dire? Satisfaisant de trouver ce truc-là, en fait, comment est-ce que et telle tu peux chose nous est à la expliquer bonne place. ce que c'est vernaculaire? Parce que je crois que tu l'utilises Ouais. souvent dans tes posts, mais c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. Ouais, Qu'est-ce que ça veut vernaculaire, on dire? l'utilise pas. Alors qu'en fait, c'est le vernaculaire, à la base, ça désigne le langage. En fait, par exemple, quand tu veux, tu appelles, pas une grenouille, grenouille, tu vois? C'est un nom vernaculaire. Son nom scientifique, c'est un nom latin qui est beaucoup plus complexe. En fait, D'accord. vernaculaire, c'est un terme qui désigne, le fait qu'une chose est propre à un milieu géographique. Par exemple, si on prend un cas tout bête, en France, on a plein, plein de constructions de cabanes en pierre sèche, qu'on en trouve de partout dans Mmh. toute la France. Sauf que ces cabanes de pierre sèche, elles vont avoir des noms très spécifiques en fonction des régions. On va appeler ça, par exemple, une cadole en Bourgogne, dans, le sud, on va appeler ça une chibotte, on peut appeler ça une capitelle. Enfin, en fait, tu as plein de noms différents et D'accord. ça va correspondre à des techniques légèrement différentes de construction en pierre sèche. Tu vois, par exemple, dans le sud, on aura des techniques d'encorbellement et cetera et vernaculaire, c'est vraiment ça, c'est le fait que c'est un type d'architecture ou d'aménagement qui est typique d'un milieu géographique particulier, quoi. D'accord, et si on prend cet exemple-là, donc des objets là, donc des bâtiments, hein, globalement Mmh. qui étaient bien conçus, avec leur environnement et leur climat, c'est tu as un retour d'expérience et tu sais dire pourquoi c'était bien fait? C'est parce que les personnes avaient connaissance précise de ce qu'ils avaient besoin et du climat qui existait pour dire: «OK, il faut faire ça comme ça»? Ou est-ce que c'est un coup de chance ou c'est un peu tout ça? Tu C'est as un peu de tout, en fait, par exemple, déjà, juste pour le métier d'architecte, quand tu regardes les traités de Vitruve qui ont plus de 2000 ans, en fait, à l'époque, les architectes, ils avaient la tâche de, mettre en place les cadrans solaires sur les bâtiments. Tu avais toujours un cadran solaire sur le bâtiment. mmh Donc tu devais étudier l'astronomie en tant qu'architecte pour pouvoir placer ton bâtiment de sorte à ce que le cadran solaire indique bien, en fait, l'heure et cetera. Donc tu avais dans ton cahier des charges, on va dire, ce truc-là. Après, dans l'architecture plus, vernaculaire, donc plutôt, on va dire, rurale ou plutôt, entre guillemets, «banale», on va dire, tu avais sans doute une forme de sélection, comme une sélection naturelle, mais plutôt la culturelle. C'est-à-dire on se devait se dire: «Ah bah tiens, la maison de mon voisin, elle est mieux orientée que la mienne. En fait, elle est quand même il a quand même vachement plus chaud que moi, en octobre, en fait, c'est peut-être lui qui a eu raison de l'orienter comme ça» et au fur et à mesure, en fait, on a dû sélectionner, par imitation, tout simplement. L'être humain est très fort pour imiter, en fait, on a du mal à inventer ou créer, mh. comme ça et donc il par imitation et amélioration progressive. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des formes de conception qui étaient, certaine manière anticlimatiques ou contre le climat. Par exemple, quand tu vas voir l'architecture plutôt religieuse ou l'architecture noble, en fait, si tu veux, quand tu étais riche, c'était une manière aussi de montrer que tu étais, fortuné que de pas prendre en compte le climat. Tu regardes Versailles, l'orientation de Versailles, c'est à la fois c'est un frigo, en hiver et c'est un four en été, quoi, l'orientation du bâtiment. Et en fait, c'est à une époque, en fait, on s'était dire: «Bah, je peux m'abstraire de l'environnement ou du climat parce que, bah, j'ai les moyens de chauffer d'une certaine manière». Donc il y a Mmh. aussi ce rapport-là, symbolique qui est très important. L'architecture religieuse aussi, elle va être orientée selon des normes astronomiques qui sont enfin, essentiellement symboliques, tu vois? Ouais. Et dans d'autres cultures, si on part ailleurs, par exemple, je sais qu'au Cambodge, dans certaines cultures, par exemple, c'est une culture qui s'appelle les Chams, eux non enfin, entre guillemets, «ça porte malheur d'avoir une maison à l'ombre», alors que c'est dans des climats tropicaux où tu aurais besoin d'avoir de l'ombre, tu vois? Donc tu as plein de trucs comme ça qui font que c'est pas si simple, en fait, faudrait pas dire que tout ce qui était ancien était climatiquement parfait. Tu as Mmh. des choses qui sont parfois, absurdes du point de vue climatique et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre les glissements culturels, la part de la culture aussi là-dedans, comment ça vient transformer les choses. Donc ouais, ça m'intéresse. Ça marche. Tu sais dire de s parce qu'on sent que tu es passionné par ça, quoi. Il y a enfin, tu vois, là, en l'espace de 5 minutes, je me dis: «OK, waouh, le mec connaît tout ça». Ça vient d'où? Tu as des parents qui viennent aussi de ce monde-là ou c'est quoi le Non, non, mes parents sont plutôt dans le monde médical, plutôt infirmiers et enfin, mon père est infirmier, ma mère éducatrice, donc rien à voir. Non, c'est que je me suis passionné par ça, vraiment moi en fait, pendant ma déjà quand tu fais une thèse, tu as juste, 3 ans à bouquiner que les trucs là-dessus, quoi et quand tu as la chance d'avoir un financement, public, en fait, tu es vraiment
littéralement payé à lire et à écrire, quoi. Donc, Mmh. j'ai potassé le temps pour enfin, j'ai le temps de potasser tout ce truc-là et puis là, régulièrement, quand j'ai un peu de temps, je lis encore des choses là-dessus et tu as des ouvrages qui sont assez génériques, qui parlent de ces su par exemple, un ouvrage qui a été réédité récemment qui s'appelle «L'homme et sa maison» de Pierre Desfontaines, qui est un Mmh mh. géographe français. Lui, en fait, a fait une espèce de panorama sur tout le monde entier de comment est-ce qu'on habitait, il y a 50 ans, quoi. Et tu as plein de trucs incroyables, hein. Tu as des fois des cultures où même la notion même de maison n'existe pas. Tu as juste un espèce de paravent et tu te débrouilles pour, en fait, aménager, parce que tu as certains climats, en fait, tu as besoin de t'abriter pour les questions de pluie, mais pas spécialement pour les questions de chauffage, en fait, dans les zones Mmh. tropicales, le problème se pose pas trop. Enfin, voilà, tu as des trucs incroyables, hein. Mais du coup, aujourd'hui, tu dois devenir fou, quoi. Quand tu te balades en ville, tu dois être dingue, non? Quand Ouais, tu ouais, compares un peu l'ancien à aujourd'hui, la culture qui est très, bah, très béton déjà de base et puis, bah, un peu comme tu l'as dit pour Versailles, ce genre de choses. Enfin moi je fais un peu le parallèle à aujourd'hui, de se dire, bah, en fait, aujourd'hui on a la chance d'avoir entre guillemets «la richesse» et donc de pouvoir se chauffer, pouvoir se mmh climatiser et ainsi de suite. Donc à la limite, peu importe, l'orientation et peu importe, ce qui se passe, on aura du chauffage, on aura de la clim. Non, enfin du coup ça doit te Ouais, ouais, mais c'est intéressant du coup de comprendre un peu ces motivations-là. Quand tu vois une tour en verre qui se construit, comme un immeuble de bureau, en fait, c'est une, comment dire? C'est avant tout un symbole, en fait, qui est utilisé. mmh, C'est-à-dire que c'est une manière de dire: «Regardez, je me suis abstrait du climat, je peux faire, sans». Après, c'est la question, c'est est-ce que c'est au mépris du confort des employés? C'est parce qu'effectivement, on voit aussi le bâtiment, mais comment les gens vivent à l'intérieur? Comment est-ce qu'ils, ils subissent plus ou moins ces prises de décision? Donc oui, oui, ça me des fois, ça me désole un peu, hein, c'est comme ça, mais c'est intéressant de voir, en fait, le raisonnement derrière. C'est comme nous, aujourd'hui, on dit: «Oui, finalement, quand on s'intéresse à l'architecture des zones tropicales, on peut s'inspirer de ce qui se fait au Maghreb, en Afrique centrale et cetera, la terre crue, tous ces matériaux-là». En fait, dans ces pays-là, ces matériaux, ils sont plutôt rejetés parce que c'est des symboles, entre guillemets, de, dépassés, de construction ancienne. La terre ah crue, ouais, nous, d'accord. aujourd'hui, on jure que par ça, parce que c'est un matériau bas carbone, mais dans plein de pays, c'est considéré comme un matériau pauvre qui en fait, c'est faut comprendre qu'on a plein de biais psychologiques qui nous font Mmh, aussi, en fait, accepter des solutions qui sont parfois mauvaises, en fait, finalement. Donc OK. faut arriver à les démêler, à les déconstruire. Ton métier, toi, au quotidien, c'est quoi? Tu disais, tu donnes des cours, tu es à Montpellier, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises, heu, globalement? Et donc tu donnes des cours et tu as aussi une entreprise, hein, Mmh. bureau d'études. Tu travailles avec qui et tu fais quoi? Alors ça dépend, c'est souvent sur des concours plutôt avec des architectes ou des urbanistes, par exemple. Ça va vraiment varier en fonction des types de commandes. Hem, ça peut aller en fait du promoteur à l'urbaniste, à l'architecte. Parfois, je traite directement avec des mairies, avec des élus sur certaines missions. Mmh. Ça va vraiment dépendre. Et l'idée, le plus possible, c'est en fait de faire l'articulation, d'accompagner n'importe quoi. Il y a un projet de paysage, par exemple, là récemment, et on m'a demandé de faire une modélisation d'évolution de, l'ombrage en fait au fond, sur, les 20 prochaines années, en étudiant la croissance des arbres, en fait, quelle va être la croissance Oh la waouh! Ah surface ouais, ombragée. d'accord. Donc disons que le sujet là où je suis un peu en tension, c'est que l'activité de bureau d'études fait que dans un projet, tu apportes les modélisations, la simulation, la quantification qui fait que tu valides plus ou moins le projet. Mais ça, c'est un peu frustrant parce que ce qui est le plus intéressant dans un projet, c'est le commencement. C'est quand tu peux, surtout sur les questions climatiques, quand tu peux informer déjà le dessin, le plan masse, en intégrant ces paramètres climatiques. Parce que la majeure partie du temps, je sais pas ce que toi tu en penses, mais en fait, on est appelé trop tard dans les projets. C'est-à-dire, Mmh. le truc est dessiné, verrouillé de tous côtés et on se dit: «Ah mince, on a oublié de faire l'étude climatique, envoyons ça au bureau d'études, faites ça en 15 jours». Donc déjà, toi, tu es pressurisé par le temps, Ouais, et en fait, tu rends des fois un avis négatif parce que tu as plein de trucs qui ont pas été pris en compte. Effectivement, quand tu dessines pas un quartier en fonction du vent, bah, c'est la catastrophe, quoi. Et après tu dis: «Bah, voilà, faut corriger ça, 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 ça» et parfois c'est même pas pris en compte. C'est juste, on a fait l'étude pour faire l'étude. ouais. Donc c'est pour ça, en fait, que ça m'importe beaucoup de parler sur LinkedIn ou de faire des ouvrages et cetera. C'est parce que ce qui me préoccupe le plus, c'est de sensibiliser vraiment en amont et que ça puisse faire écho, en fait, aux personnes ensuite, quoi. Parce que du coup, le problème, il vient d'où? Il vient, par exemple, des élus ou des promoteurs qui, font le
qui passent commande ou des architectes qui sont pas encore assez formés sur ces sujets-là ou un peu les 2? C'est quoi le C'est un peu de tout. Après, tu as un vrai enjeu d'honoraires, en fait. Quand tu fais un projet et que, tu déjà pas énormément d'honoraires en tant qu'architecte ou concepteur, intégrer le bureau d'études dès le début, ça veut dire, bah, que le bureau d'études va y passer plus de temps, donc tu vas déjà rogner un peu sur tes en partie sur tes honoraires, tu vois? Donc mmh, c'est pas si simple, en fait, malheureusement. Et il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. Mais il y a aussi une question de sensibilité. Moi, j'ai déjà eu des élus qui m'ont dit, voilà, moi, le changement climatique, je suis pas concerné, par exemple, tu vois? Des choses comme ça, où je enfin, ça, c'est vraiment une forme de déni, quoi, ou de ouais, ouais. Le à ouais. la Parce que alors moi j'ai la sensation qu'il y a, comment dire? La partie, tu vois, baisse des émissions de CO2 où effectivement il peut y en avoir pas mal qui vont dire: «Bon, de toute façon, quoi que je fasse, je suis un pouillème, Mmh mh. dans le monde et donc peu importe». Et je trouve que la partie adaptation est peut-être plus entendable et plus acceptée, tu vois? De dire: «OK, bon, effectivement, il va faire de plus en plus chaud, effectivement, il va y avoir des intempéries qui vont être de plus en plus fortes» et ça peut-être qu'il faut que je le prenne en compte parce que localement ça peut avoir un effet, très fort. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ça effectivement, l'adaptation, on en parle beaucoup, mais tu as 2 trucs, c'est que dans le budget d'une mairie, tu as pas d'enveloppe adaptation. Tu as une enveloppe mmh gestion de l'eau, tu as une enveloppe et cetera. Donc si tu veux, cette enveloppe-là, elle est à cheval entre plein de choses, en fait. L'adaptation, ça va toucher à la fois l'eau, à la fois les espaces verts, à la fois, la mobilité, j'en sais rien. Donc en fait, l'enveloppe, elle est pas vraiment fléchée. Et puis, pour un élu, en fait, la question et je peux le comprendre, c'est comment est-ce que ça va valoriser mon image auprès des administrés, en fait? Et c'est vrai qu'il faut arriver aussi à défendre le fait que l'adaptation, elle va jouer sur, je sais pas, l'attractivité économique d'un centre-ville, mmh. comment dire? La satisfaction des personnes plus âgées et cetera, le vieillissement de la population. En fait, c'est important que de faire le lien, ces sujets d'adaptation avec des grandes thématiques qui, en fait, comment dire? Hantent, j'allais dire presque l'esprit d'un élu ou d'un maire, quoi. Donc, il faut arriver à vraiment faire ce lien-là, quoi, d'une certaine manière. Et ça, tu le fais? Enfin, tu essayes de rentrer de J'essaye. de rentrer par des portes qui te permettent de faire ça Ouais, ou j'essaie de le faire, d'en parler, de le véhiculer. Par exemple, tu vois, des sujets que j'essaie de mettre en avant, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois valoriser l'adaptation des villes et un certain patrimoine aussi. En fait, souvent on oppose patrimoine et adaptation et moi ce qui m'intéresse justement d'aller voir l'histoire de l'architecture ou l'histoire des modes de vie, c'est de dire: «Mais en fait, on était presque mieux adaptés au climat il y a 100 ans et on avait une mmh architecture qui était presque mieux protégée, en tout cas plus résiliente face aux événements climatiques extrêmes il y a une certaine période. Alors c'est pas pour dire faut revenir en arrière. On a aujourd'hui des alertes météo, ce qui est absolument incroyable d'avoir déjà sur ton smartphone des alertes et cetera. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive à garder le meilleur d'aujourd'hui, le meilleur d'hier pour en fait faire évoluer les choses et c'est très ça par exemple, tu vois, sur les questions patrimoniales, quand je parle d'adaptation, de protection des villes ou d'ombrage des villes, bon sur LinkedIn ça va parce que les gens sont relativement sympathiques, mais quand je parle sur Twitter par exemple de ce truc-là, on va me dire: «Ah, c'est un truc de gaucho, de bobo, machin et tout». Sauf que si je le présente d'une autre manière en disant: «Mais en fait, on avait un patrimoine, par exemple, de protection solaire dans l'espace public qui a disparu. Regardez les vieilles cartes postales de Paris» et cetera. Là, tu as un public plutôt de droite, plutôt sensible aux questions, je veux dire, entre guillemets «identitaires» et cetera, qui va se dire: «Ah oui, mmh. c'est intéressant, on a perdu ce truc-là». Donc en fait, il faut arriver à faire converger différents arguments pour défendre des enjeux d'adaptation. Sinon enfin voilà, sinon on va d'une certaine manière se marginaliser aussi, enfin je sais pas, ou s'exposer à des choses contre-productives, quoi. Mais, non après c'est pas simple parce que dans un agenda d'un élu, tu as la sécurité et cetera, puis l'adaptation c'est, 10e ou 12e rang, quoi. Ouais, bien sûr. Tu as parlé d'ouvrages, tu as écrit des bouquins? Ouais, alors j'ai fait un petit bouquin récemment qui s'appelle Bioclimatique, qui est un livre vraiment de 40 pages, qui est une introduction à la conception bioclimatique, qui était vraiment pour but enfin, qui était conçu comme étant vraiment une introduction au sujet pour les non spécialistes. Donc pas mal de spécialistes m'ont dit: «Ah putain, c'est frustrant, c'est hyper court, c'est des choses que j'ai déjà vues» et cetera. Bon, je peux le comprendre, hein, c'est assez court et après j'ai fait une anthologie de textes qui est sortie il y a 2 ans sur les low tech, donc les technologies plutôt basses. Parce que ça, Mmh. c'est un champ qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu peux mieux concevoir des techniques ou des systèmes techniques en essayant d'économiser les ressources au maximum. Et là, j'avais fait une autre, anthologie il y a encore quelques années avant. Et là, je prépare un nouveau bouquin pour 2026 sur les sujets plutôt, prise en compte du climat, en fait, dans les modes de vie plus globalement, avec une partie plus historique et tout, enfin, comme d'hab. OK.
comment tu écris un bouquin? Moi, je suis toujours impressionné par les gens qui écrivent des livres, tu vois? Je me dis: «C'est quoi le» c'est toi, tu dis: OK, je vais écrire un bouquin, je me lance, j'y vais». Mais il faut quand même un éditeur, il faut quand même un peu de la distribution, enfin, c'est Ouais, non? Ou toi, c'est plus la satisfaction personnelle de se dire, je sais pas, dans 20 ans, 30 ans, tu vas dire: «Ouais, moi, j'ai écrit un des bouquin. bouquins, et» Non, c'est un objet qui est intéressant. C'est vrai que mmh, c'est et puis c'est vu que ça va être écrit et que tu peux plus y toucher, tu dois te dire: «Bon, je vais faire en sorte que ça soit pas trop obsolète, trop vite, quoi». Et c'est aussi une manière de toucher des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, tu vois? Enfin, il y a une partie de la population qui a pas ce truc-là et puis je trouve que c'est parce que enfin, dans un livre, déjà, tu as une idée, tu as une espèce d'intuition, le titre va beaucoup jouer sur en fait, ça va c'est une manière de poser quelque chose, je un livre, c'est une manière de ouais, je sais pas comment dire, comme une espèce de balise dans ce que mmh, tu veux imaginer et après comment tu écris un livre, bah, tu as une idée qui te trotte dans la tête, ça devient après tu commences à écrire des petits bouts de phrases ou des bouts de plans, des bouts de trucs et puis après moi j'écris un peu de manière, un peu comme des Lego quoi. J'ai des chapitres, après j'écris chapitre, chapitre et cetera et ce que je déteste faire, c'est revenir sur les choses que j'ai écrites. Par exemple, dès que j'écris un truc, j'ai même plus envie de le lire quoi. ouais, C'est un tu le peu gardes et un tu truc dis: «OK, perso. Ouais, je parce que déjà tu en as marre de le lire parce que tu as un peu déjà pas mal lu, relu et cetera mmh». et puis tu dis enfin, tu es toujours: c'était pas la meilleure idée que j'ai eue», enfin, tu es jamais tout à fait satisfait quoi. Ouais, Puis voilà. ouais, tu peux avoir la crainte de tout supprimer, d'un coup en te disant: Ouais, «Bon allez, de toute façon, c'est pas une bonne idée, c'est mal écrit», ainsi de suite, et mais mais après après, comment tu fais pour l'éditer et pour le pour enfin, l'éditer, le but, c'est c'est que c'est quand même un peu présent quoi, que ça se vende un peu ou que ouais, ben, ça, c'est le travail qui est difficile. C'est bon, il faut trouver un éditeur et l'éditeur va beaucoup t'aider, en fait, à marketer ce que tu veux faire. Il va te dire: «Bah, là, on a mmh. tel type de lectorat, il faut que ce soit écrit de telle manière» et là, par exemple, quand tu envoies ton premier manuscrit, des fois, tu reçois le retour d'éditeur et tout est barré en rouge et tout. Donc Oh merde. faut avoir des trucs d'amour-propre, enfin, faut pas avoir un ego trop, trop gonflé parce que sinon tu dois, enfin, tu te braques, quoi. Mais c'est le travail de l'éditeur parce que comment dire? Eux, ils ont une espèce de vision d'ensemble de ce Mmh. à quoi correspond leur collection et cetera, dans quelle mesure ça va trouver un public et ils sont assez forts pour ça. Parce que souvent le risque, c'est d'être un peu «dans ton délire» entre guillemets et d'être un peu à côté de la plaque. Mais voilà, après oui, c'est pas facile de trouver un éditeur parce que le monde de l'édition est un monde, où en fait tu gagnes pas énormément d'argent, en même temps tu en perds plutôt. Mmh. C'est pas simple. Et puis voilà, il y a les relais maintenant numériques qui font que un livre, ça se vend à 800 sans enfin 1 000 exemplaires si tu y arrives bien, alors qu'un post LinkedIn, n'importe lequel, peut faire 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 vues. Toi-même, tu fais des millions de vues sur TikTok ou d'autres, donc en fait, tu touches pas les mêmes audiences, quoi. Après, tu Ouais, touches c'est pas de clair. la même manière, mais Ouais, ça reste un peu plus quoi, c'est sûr le livre, ça marche. Ouais, c'est intéressant. Toutes tes idées et tout ça, ça te vient de quoi? C'est tu lis beaucoup? C'est quoi tes sources un peu de tu vois de ouais, de je de je de lis beaucoup. connaissances, Je lis beaucoup et plutôt des livres papier, plutôt anciens. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la thèse, c'est un peu un truc que j'ai fait, j'ai vraiment été creuser, tu vois, des manuels sur l'architecture tropicale des années 60 que je suis allé, j'ai fait venir c'était pas très, écolo, mais j'ai fait venir beaucoup de bouquins des États-Unis. Ah Disons ouais? que OK. j'ai acheté sur des sites de revente de seconde main et en fait, j'ai toute une littérature un peu, enfin, j'ai une bibliothèque qui est un peu unique pas unique en France, mais presque quoi. J'ai des livres que peu de personnes ont et qui me permettent de compulser des sujets comme ça un peu, mais après, sans nécessairement être comme ça, disons que, par exemple, tu vois, le livre que j'évoquais avant là, «L'homme et sa maison», en fait, quand je vais le lire, je vais prendre des exemples, aller me renseigner dessus. Disons que j'ai une manière de lire qui est très, chirurgicale un peu, très, Mmh. ça c'est la formation universitaire qui fait ce truc-là. Tu vois, quand tu as une note de bas de page, je vais aller la voir et cetera et au fur et à mesure, tu vois? Et puis voilà, puis, j'ai eu le temps de le faire. Ça faisait enfin, j'ai vraiment eu le temps de le faire. C'est-à-dire quand tu avais ta thèse, c'est ça. Ouais, donc tu as gardé ça un peu en toi, et justement de toutes ces lectures, toi, c'est quoi les je sais pas, les exemples ou les choses qui t'ont, je sais pas comment dire, popé un peu en tête, Il y a pas longtemps là, je voyais sur LinkedIn, tu avais fait un post sur une fleur qui était posée sur les portes. Oui, ouais, la Moi, Cardamel. franchement, ça m'a bluffé. Je me suis dit: «Mais où c'est qu'il a trouvé ça? C'est quoi c'est Ben, quoi ça, c'est je me suis promené dans un village à côté de chez moi et j'ai vu cette fleur-là et juste je me suis dit j'ai recherché sur Google et en fait, tu avais quelques articles déjà qui en parlaient donc faut juste être observer, être curieux en fait, non après dans les choses passionnantes que tu peux observer, Heu, moi, par exemple, dans l'architecture religieuse en France, tu as des trucs super intéressants. Dans tout ce qu'on appelle, les cisterciens, c'était un ordre religieux qui était très, axé sur le travail
et Mmh. notamment de leur, ils installaient leurs abbayes dans des fonds de vallée qui drainaient, en fait, ils récupéraient l'eau, ils canalisaient tout ça et en fait, ils créaient des espèces d'écosystèmes, en fait, bon, 100 renouvelables à l'époque, tu vois? Les cisterciens, c'est le 12e ou le 13e siècle, où tu avais, à la fois, de l'énergie hydraulique pour faire des forges, tu avais à la fois l'élevage de poissons à côté. En même temps, ils allaient récupérer du minerai de fer si c'était pas trop loin. Donc par exemple, quand tu t'intéresses à l'architecture cistercienne et leur mode d'implantation, c'est une espèce d'écologie, très, enfin vraiment, quasiment survivaliste quoi, mais bon au 12e siècle, tu avais pas trop le choix. Mais Mmh. c'était des choix de sites hyper intéressants quoi, à chaque fois et enfin même dans des exemples comme ça, tu as des choses assez fascinantes quoi. Mais c'est comment dire? Je pense que c'est plutôt une attitude par rapport aux choses en fait, c'est d'aller regarder tiens, finalement est-ce que ce truc-là, enfin voilà, c'est une manière de regarder les choses plus que des lectures ou quoi. Des fois, c'est plutôt je m'intéresse à ça de sous tel biais, en fait. J'ai un peu l'obsession du truc des questions climatiques, on va dire. C'est de la curiosité, quoi. C'est à chaque fois que Ouais, tu vois quelque chose, tu te dis: «Tiens, est-ce ouais, que enfin, d'où ça vient? Pourquoi ça a été fait et comment ça a été conçu?» exactement. Et à l'inverse, c'est les choses qui t'énervent, tu vois? Et que tu te dis: «Mais c'est pas possible que ça se passe comme ça», tu as des sujets, Ouais, là-dessus? moi, un des gros sujets qui m'énervent, moi, c'est les questions de bilan carbone. C'est-à-dire qu'en fait, on aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, en fait, là, il y a actuellement encore des bâtiments qui sortent dont on n'a strictement aucune idée de l'impact carbone qu'a leur construction. Les espaces publics, j'en parle même pas et donc je trouve qu'on a une espèce de confusion totale sur le poids carbone des choses, quoi et des confusions d'ordre de grandeur qui sont, colossales. Je prends un exemple tout bête, dans les aménagements paysagers aujourd'hui, parfois, on se retrouve à faire des fosses de plantation pour des arbres, dans des sous-sols tellement encombrés par, des parkings souterrains, des trucs comme ça, que tu es obligé de couler énormément de béton armé pour, en fait, faire des soubassements, tu vas refaire des fondations pour que la fosse s'enfonce pas et cetera. Donc tu coules des dizaines, une vingtaine de mètres cubes de béton pour potentiellement mettre un arbre, tu vois? Donc en fait, le bilan Mmh. carbone de ton arbre est presque, enfin, catastrophique. Effectivement, tu as planté un arbre et cetera et ça va jouer, mais par ailleurs, tu as eu des émissions de CO2 importantes pour fabriquer, le ciment, le béton, l'acier et cetera qui rentrent dedans. Donc je trouve qu'on a on a la boussole carbone, on va dire, des concepteurs, même des commanditaires est pas du tout à jour, quoi et c'est un peu dommage. Enfin voilà. Ah, c'est marrant ça parce que tu vois, alors c'est peut-être la petite bulle dans laquelle on est. J'aurais la sensation de dire que ça y est, maintenant c'est pris en compte, mais toi, selon toi, non, pas du tout, Bah, ou c'est pris en pas compte encore assez, par quoi? les c'est pris en compte parce que tu en as, bah, sur LinkedIn, tu as Guillaume Meunier qui fait beaucoup de sensibilisation sur ces sujets. Tu on va dire, on en parle, il y a la réglementation et cetera. Mais si tu veux, dans l'équilibrage de la chose, dans l'espace public aujourd'hui, sur les enjeux d'impact carbone, tu as assez peu de choses encore. Sur le bâtimentaire, effectivement, c'est réglementé par la RE 2020 et cetera. Mais c'est surtout dans les ordres de grandeur, en fait, je trouve qu'on a Mmh. on a on n'insiste pas assez sur le fait que construire du mètre carré neuf, en plus d'imperméabiliser et cetera, c'est souvent des centaines de kilos de CO2, en fait, Mmh. et en fait, à côté de ça, tu vois, tu as des arbitrages qui se posent, quoi. Donc enfin, voilà, je trouve il y a un sujet, je trouve, là-dessus, personnellement, qui est un enfin, qui est assez fort et puis si on parle par exemple des questions symboliques, je trouve qu'aujourd'hui dans l'utilisation des plantations en ville, bien sûr qu'il faut planter les villes et cetera, mais on considère encore trop l'arbre, les plantations comme du mobilier en fait presque et ça joue aussi sur ce truc-là, c'est qu'on utilise l'arbre un peu comme un symbole en disant: «Regardez, j'ai fait un aménagement écologique en plantant 5 6 arbres» et cetera. Mais si par ailleurs tu as dû, faire une fosse avec enfin énormément de mètres cubes de béton armé et cetera, enfin Ouais, on n'a pas tous les éléments, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, alors oui, si on parle de ce truc-là et je trouve qu'il y a un sujet, ouais, de transparence plus globale sur les projets. Moi, je comprends pas pourquoi quand tu as un projet qui sort, tu pas plus de détails sur quelles ont été les études et cetera, qui ont été faites avant, bon, sans parler des questions de répartition d'honoraires, c'est encore un autre sujet de transparence des dépenses publiques. Mais, il y a une vraie, vrai enjeu pour le monde du bâtiment, je pense, à montrer patte blanche et à être assez honnête sur ces trucs-là. Ouais, à vraiment à publier tout et à avoir de la transparence. J'ai vu que tu regardais sur le côté, tu as un Ouais, je crois que j'ai des étudiants qui vont rentrer, ouais, donc, faut que ça je te marche. laisse. Tu donnes des cours sur quoi là pour, terminer, juste pour comprendre, Là, c'est techno, rentrez si vous voulez. C'est technologie plutôt, techno et matériaux. Ça marche, OK. Bon, bah, merci beaucoup Pas de Clément. On te souci. suit sur, LinkedIn, Twitter, c'est ça les 2? Faut dire X maintenant? Exactement. Ouais, Les c'est 2 ça. réseaux. Suivez Clément Gaillard.
C'est, hyper intéressant. Enfin, ça fait partie des rares, personnes qui, quand ils postent, se disent: «Ah ouais, j'apprends quelque chose». Donc, très chouette. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup. Bon après-midi et puis, Salut. à plus tard, ouais. Salut. Merci, au revoir. Et vous voilà arrivé à la fin du podcast. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou Apple Podcast et sur LinkedIn. Partagez-le aussi sur les réseaux, ça aide beaucoup. Merci et à bientôt.